Radio Flamme 90.6 FM. Bonjour Christine. Bonjour Lionel, bonjour tout le monde. Yes, la charmante Christine. Alors on va parler. Alors une petite intro pour toi. Rien de plus plaisant de voir la réalité rejoindre la fiction des contes de fées. Rien de plus plaisant de voir que les fées sont avérées. F-E-E-S. Tel est l'univers de Christine Westerhallen qui, par les portes dérobées de son esprit, nous emmène aux confins de son imagination débordante. Mais rassurez-vous, elle vous ramène. Voilà. Voilà, elle vous redépose tout en blablacar. Mais en imagination, évidemment. Alors, évidemment, nous retrouvons la charmante Christine dans ce vaste projet de conte dont elle va nous parler tout de suite. Voilà, puisque tu revisites, alors sans trop de détails, vous êtes parti sur le Magicien d'Oz, donc on va parler de tout ça. Donc, bienvenue sur les ondes de Radio Flamme, ma chère Christine. Bonjour à toi. Bonjour, et puis merci de ton accueil. Et merci aux oreilles des seigneurs qui vont t'écouter et écouter ce petit moment autour de la parole du conteur. Et d'abord, je voudrais juste faire une toute petite correction à ton introduction. Tu vas me dire qu'est-ce que les chiens. Je suis vraiment désolée. Vas-y. Alors, le conte de fées, c'est un terme qui ne veut rien dire. D'accord. On parle de conte merveilleux. Conte merveilleux. Voilà, le conte merveilleux, même si au XVIIe, XVIIIe siècle est sorti le cabinet des fées avec les contes de Perrault, de Madame le Prince de Beaumont, et puis des tas d'auteurs. On dit bien cabinet des fées, on dit bien à ce moment-là conte de fées. À l'heure actuelle, les contes de fées, c'est devenu générique. Le terme générique, c'est les contes merveilleux. Mais ça me permettait de placer mon jeu de mots suivant, à savoir que je parlais de la comptabilité et on est content qu'on les compte, d'avoir les comptes de fées. Voilà, c'était pour placer celle-là, mais tu m'as coupé l'herbe sous le pied. C'est pas grave. Je suis vraiment désolée, Lionel. C'est pas grave. En même temps, tu sais que dans le mot conte, tu as aussi conte comptabilité, bien sûr, conte histoire, mais tu as aussi conte le noble sang bleu. Mais tout à fait, le conte de Paris, etc. Oui. Alors, ma chère Christine, déroulons le fil d'Ariane, ou plutôt ici le fil de Christine. Pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, ma chère Christine, qui es-tu ? Alors, je vais commencer par mon nom d'artiste, donc je m'appelle Christine Westerhallen. J'ai un âge plus que mature. Voilà, comme ça m'évite de dire mon âge. Oh, tu es charmante. Je suis belge, fière de l'être, et je suis conteuse professionnelle depuis 92, puisque c'est la date de mon premier cachet. Et quand même, une Belge qui dit « il était une fois », ça fait quand même bizarre. On a dû te la faire, celle-là, non? Non, mais tu sais pourquoi je pense que je suis tombée dans le conte justement à cause de ça. À cause de cette clé, il était une fois, et c'est une clé qui t'emmène dans un fond, dans un univers merveilleux, un univers imaginaire, un univers magique. Tu es forte là-dessus, c'est vrai que tu te débrouilles bien, puisque, alors nous, avec Christine, on se connaît un petit peu, on a un petit historique sympa. On s'était retrouvés au château du Rosel, c'était il y a 2 ans, je crois. Oui. Et tu étais déguisée en Dame Guenièvre, voilà, époque de l'amour courtois, avec les vêtements adéquats. Et tu te baladais en comptant, c'était vraiment sympa cet après-midi-là, avec les lavandières, etc. C'est vrai. C'est vrai, puis il faisait chaud. Il faisait très très chaud en plus. Il faisait très très chaud. Et j'ai vraiment, avec la robe que je portais, qui était un velours brocart, et avec ses coiffes sur la tête, j'ai vraiment, pourtant je porte depuis des années cette robe-là, mais quand il fait chaud, quand il faisait torride, je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que ces dames ont pu souffrir? Ça n'a rien de merveilleux, là. Pardon? Ça n'a rien de merveilleux dans ces cas-là. On oublie le merveilleux. Oui, c'est vrai, mais c'est le regard extérieur, évidemment. Alors donc, tu es conteuse depuis déjà fort longtemps. Enfin, conteuse... Voilà, tout à fait.
Alors, moi, au début, je ne savais pas du tout que j'étais conteuse. C'est une dame, à l'époque, qui était conteuse professionnelle, et qui un jour a mis un mot sur un état d'esprit qui a correspondu vraiment à ce que j'étais, en fait. D'accord, et là ça a fait tilt, quoi. Ça... Voilà, c'est-à-dire que moi, au départ, j'aimais compter, mais je racontais. Pour moi, je racontais. Je ne me considérais pas comme une conteuse parce que, premièrement, à mon époque, enfin, à ce temps-là, je ne pensais pas que les conteurs et les conteuses existaient encore. C'est le comble, hein. mais pour moi, donc il y a un petit 30 ans quand même. Ça allait de soi, quoi, pour toi déjà. Voilà, tout à fait. Mais à l'époque, pour moi, le conteur, c'était l'image d'Épinal. C'était le vieux monsieur, pipe à la bouche, assis au coin du feu, racontant des histoires. Voilà, des histoires de la transmission orale, des histoires de son terroir. Mais c'est merveilleux. C'était ça le conteur. C'était ça le conteur pour toi, d'accord. Voilà, à l'époque. Et donc, est-ce que je m'instituais dans cette lignée? À l'heure actuelle, je n'en sais rien. Mais que, voilà, cette conteuse-là a mis un mot et qui a mis une évidence, en fait. Mais c'est génial quand on a ce déclic. Tout le monde, et tu sais qu'il y a des gens qui passent leur vie à attendre un déclic comme ça sur leur vocation, etc. Et toi, paf, tu devais être contente ce jour-là. Ah oui, non, je ne me souviens pas d'avoir été contente. Je me souviens de ma surprise. Hein. Mais bon, j'avais 30 berges, j'avais 30 ans, on est jeunes à ce moment-là. Et oui. Et je me souviens que quand elle m'a dit ça, j'ai eu l'image d'Épinal qui est arrivée en tête, et je l'ai regardée, et je lui ai dit, mais je suis pas vieille. Voilà, et ça n'a rien à voir avec un âge, hein. Ça n'a rien à voir. Ah bah non, ça n'a rien du tout. Regarde un type comme Pierre Bellemare qui était merveilleux. Moi, je buvais ses paroles et voilà, déjà pour être conteur, faut avoir une voix, je pense. Hein, c'est ce que tu confirmes. Faut un certain phrasé aussi, j'imagine. Hein, Bah oui, il faut avoir la diction et puis il faut travailler effectivement le français, les phrases, la métaphore. Il faut travailler les paraboles. Il faut travailler le sens du mot, et le mot le plus ancien qu'on peut trouver. Et puis comment faire la passerelle avec aujourd'hui. Ce qui est génial en plus, c'est que le conteur, il a toujours son petit effet. Il se réjouit à l'avance de l'effet que ça va produire sur l'assistance. Hein. Oui, c'est comme ça que je vois le conteur, moi. C'est quelqu'un qui a plein de choses dans son sac, il a plus d'un tour dans son sac et il se réjouit à l'avance de voir la tête des gens. Je le vois un peu comme ça, moi. Alors, c'est vrai que c'est vrai que il y a certaines paroles où on connaît l'impact. Et là, tu vois les bouches qui font des oh. Voilà, tout à fait. Mais c'est vrai que moi, je travaille un peu différemment. Oui. Moi, si vous voulez, quand je compte une histoire, je n'ai que quelques mots-clés. Je suis un peu sur le système homérique. D'accord. Je connais quelques mots-clés et tout autour de ce mot-clé, donc toute cette pâtisserie que je vais tisser, remplie de couleurs, de sensations, d'émotions, d'actions, cette pâtisserie, ce fil va se dérouler devant moi, mais je suis dans ce qu'on appelle une spontanéité. On est dans une improvisation contrôlée. Ça, c'est génial, parce qu'on se lâche, voilà. Il y a une ivresse. Tout à fait, on est à chaque fois sur le fil du rasoir. Alors parce que ça fait partie là, on est en train d'arriver sur la mécanique du conte. On va y revenir, t'inquiète pas. Moi, je voulais simplement te parler de ton parcours, parce que tu as toujours été plus ou moins dans l'écriture. Hein. Oui, alors avant de transmettre les contes de la tradition orale par écrit,
je faisais ce qu'on appelle de la littérature orale. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Alors, ouais, donc t'as toujours été dans ce domaine, hein, plus ou moins. Voilà, j'ai toujours été dans la littérature. Pendant pratiquement 25 ans, je n'étais que dans la littérature orale, c'est-à-dire j'écoutais un conte, je le transmettais avec mes propres mots, ou je lisais un conte ou un récit, par exemple l'Odyssée, qui pour moi ne correspond qu'à 10 mots-clés, l'Odyssée. Oui. Voilà, et je tiens 2 heures. Et c'est vrai que en plus, tu affectionnes cette période-là, tout ce qui est mythologie, ça te parle, ça. Hein. Oui, moi j'affectionne beaucoup tout ce qui est antiquité, gréco-romaine, Égypte, celtique aussi, et puis surtout le Moyen-Âge, la Renaissance, voilà. Oui, ah bah ça c'est vrai quand on te voit, on dirait que tu es quelque part. C'est vrai quand on te voit, quand on voit ton avatar qui est charmant, on sent que tu es une émanation du passé qui est revenu, voilà, avec les vêtements traditionnels. Tu n'appartiens pas à ce temps. C'est vrai quelque part. C'est l'impression que ça me donne, mais je sais pas que t'es. Ouais, c'est ça. C'est vrai que tu es un personnage très onirique, comme tu le dis toi-même. Mais je pense qu'on est tous des personnages oniriques, on a tous son univers. Après, est-ce qu'on le développe ou non? Est-ce que l'univers dans lequel on vit, enfin, on vit seulement qu'une partie de la journée, attention, hein. Oui. Voilà. Est-ce que cet univers-là vous apporte beaucoup? Est-ce que vous apportez beaucoup à votre univers? Et c'est ça, en fait, qui fait qu'on vit, voilà, un pied dans un univers, un pied dans notre époque. Hein. Oui, c'était bien. Donc finalement, comme disait Paulo Coelho, tu réalises ta légende personnelle. Alors là, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Parce que je pense que... Alors moi, je n'arrive pas à parler de moi, car ça me dérange. Oui, d'accord. Tu préfères à la limite, voilà, embarquer les autres dans des histoires. En fait, tu deviens l'histoire, c'est ça. C'est un peu l'apanage du conteur, quoi. Oui, enfin non, non, j'ai pas la prétention de devenir l'histoire. Oh là là, non. Bah, c'est-à-dire que tu transmets, tu es, comme on dirait, comme tout conteur, tu es un canal de l'histoire. Tu la fais vivre aux gens, quoi, avec tes mots, etc. Voilà. Je suis un transmetteur. En fait. Transmetteur, voilà, c'est ça. Voilà, mais pour un transmetteur, comment dire, à travers ces contes, ces légendes, ces récits, évidemment, je me livre entièrement, en fait. Ah ben voilà, c'est bien ce que je disais. Mais je me livre au sein de l'histoire. Au sein, voilà, c'est ça. C'est à partir de l'histoire. Voilà, ce qui fait que je n'ai pas besoin de parler de moi en dehors. Ah ça c'est génial, oui. Donc tu bottes en touche. Elle est très discrète, la dame. Elle est très discrète. Voilà. Alors tu as écrit pas mal de livres aussi, hein. Parle-nous de ça un petit peu. Tu as écrit beaucoup, hein. Oui, voilà, tout à fait. Donc j'écris essentiellement des contes et légendes, hein, bien sûr. Donc pas mal de collectage de contes sur différents pays, dont notamment tous les pays scandinaves. Là, il y a un collectage qui va sortir sur les pays du contour du Maghreb, de la Méditerranée, le Maghreb compris. Ah oui, d'accord, oui. Voilà. Donc ça, c'est beaucoup de lecture, parce que c'est pas... ce qu'on fait aussi, nous, en tant qu'auteurs, c'est respecter une culture. C'est ça. Le mode de vie. Tu respectes un peu tu travailles à partir de l'existant. Par exemple, j'imagine qu'au niveau du Maghreb, eh bien, tu vas reprendre les contes du Mille et une nuits en les mettant à ta sauce, quoi. Non. Alors, premièrement, les Mille et une nuits, c'est pas le Maghreb. Ah non, c'est pas le Maghreb. Non, c'est plutôt persan, je crois. Voilà. Ouais. Et non, c'est pas trop mon truc, ça, de prendre des contes connus, archi connus, que tout le monde connaît. Non, moi, ce que j'aime bien, c'est fouiller et faire remonter à la surface des contes inconnus, ou pas très connus, ou alors connus
d'un cercle éventuellement de concerts. Et puis tu en inventes aussi, parce que moi je me souviens de ce merveilleux conte, d'ailleurs je t'avais même répondu sur Facebook, ça m'avait beaucoup plu. C'est la dame qui personne ne trouve grâce à ses yeux, c'est une très jolie dame, et il y a un monsieur qui dit voilà, j'ai envie de vous épouser. Et elle lui répond tu m'épouseras quand tu seras capable de faire un trou dans l'eau. J'avais adoré ça. Oui. C'est une magnifique métaphore. Donc, pour la petite histoire, c'est effectivement une très très belle jeune fille. Elle a de nombreux prétendants. Et il y en a un, bon, ma foi, il lui plaît bien, mais elle, si elle recherche avant l'aspect physique de la personne et avant que les bourses soient bien pleines, ce qu'elle recherche, c'est l'esprit. Bien sûr. Et voilà. Et donc, elle donne une épreuve à tous ses prétendants, et qui est, écoute, quand tu feras un trou dans l'eau, je t'épouserai. Tous les prétendants s'en vont désespérés. Il y en a qu'un. Il y en a qu'un qui réfléchit. La chute est vraiment géniale, là. Franchement, Il a attendu que le temps fasse son œuvre. Il a attendu l'hiver. Et le lac était gelé. Et oui. Et il a fait un trou dans l'eau du lac gelé. Et il a apporté le bouchon comme preuve qu'il avait fait un trou dans l'eau. C'est merveilleux, cette histoire. Voilà. Et là, elle a été séduite par son esprit. Elle a été séduite aussi par la patience. Par la patience, mais alors ce que l'histoire ne dit pas, moi ce que je voudrais savoir, c'est que est-ce que le type lui plaisait physiquement, parce que ça se trouve, elle s'est dit, il trouvera jamais la solution, comme ça, je suis tranquille, et puis là, elle était un peu embêtée, quoi, parce que, hein, ça c'est l'envers du décor. Après, on voit ce qu'on veut bien voir par rapport au physique, et c'est là que le conte a vraiment une très grande importance. C'est que le physique d'un personnage a très peu d'importance. Mais oui, bien sûr, ce sont des archétypes, oui, tout à fait. Voilà, on peut toujours dire le prince charmant, alors vous y voyez ce que vous voulez dans le prince charmant. On peut toujours dire il est bien fait de sa personne, mais bien fait de sa personne au Moyen-Âge, au XVIIIe siècle et maintenant, en tout cas, la mode a évolué, la mode physique a énormément évolué, donc le terme du physique du personnage évolue avec la mode, avec la culture et l'esprit de la personne qui reçoit le conte. Et oui, c'est vrai qu'il y a oui, c'est ça, tout à fait. Il y a une déperdition quelque part. Effectivement, c'est le reflet d'une époque et on l'adapte. Non, mais c'est vrai que c'est. En tout cas, c'est vrai que tu te débrouilles très très bien. Tu as une imagination, comme je disais, foisonnante. Moi, je me souviens aussi de ce livre que tu avais écrit aussi avec un réverbère. Ça m'avait marqué, ça aussi. Tu vois, je me souviens. Hein. Ah, le réverbère magique. Eh ben, je l'ai rencontré, moi, un jour, ce réverbère magique. Ouais, c'est ce que tu m'avais dit, je me souviens. Oui, tout à fait. Parce que j'ai écrit ce conte. Et d'ailleurs, je l'avais présenté à un concours littéraire dans la Méditerranée. Parce que mon conte se passe entre Gibraltar et Ceuta. Et c'est un conte qui est très poétique, en fait. C'est l'histoire d'un homme qui est tellement entré dans une routine journalière, oui. C'est pratiquement le métro boulot dodo, en fait. C'est ça, voilà. Et qu'il est devenu invisible aux yeux de tous. Mais alors, littéralement, dans le conte, il est littéralement invisible. C'est ça, on le voit plus. Non, il est visible. Il est visible, mais les yeux glissent dessus, moi je vois bien. Oui, voilà, en fait c'est ça, c'est-à-dire que il est devenu banal parce qu'il fait toujours les mêmes gestes, mais il n'est pas banal pour lui-même, il est banal pour les autres personnes qui elles-mêmes font les mêmes gestes journaliers. Et oui. Voilà. Et donc, cet homme-là, par contre, c'est un grand rêveur. Il rêve d'une seule chose, c'est d'aller sur la rive d'en face, de Ceuta, et il rêve de devenir Pierrot lunaire.
Pierrot Lunaire, voilà, c'est la poésie en tant que telle. C'est l'évasion de l'esprit. C'est l'imagination à portée de la main. Et tout le monde a cette possibilité, c'est vrai. Tout à fait. Vous savez, les plus grands rêves des hommes, les hommes ont rêvé d'aller dans la mer. Ils y sont allés. Les hommes ont rêvé d'aller dans l'espace. Mais l'homme y est allé. Ouais, mais pas trop loin quand même. Oui, non, mais après, il faut la technologie qui suit. La technologie, oui. On y est quand même. Oui, c'est vrai qu'on arrive à tout faire, hein, quelque part, hein, tout à fait. Tout à fait. Mais ça, c'est le rêve des hommes. L'homme a rêvé de voler dans le ciel. Bon, il a démarré par Ricard. Bien mal lui en a fait, il est monté trop près de Zeus. Mais il a rêvé. Ricard, c'est le type qui s'est trop approché du bistrot, il s'est brûlé le foie. aussi. Mais je veux dire, l'homme, il a voulu, il a rêvé d'aller dans le ciel. Ils veulent dans le ciel. Tu connais cette parabole, une très jolie parabole, oh, tu dois connaître ça. Je crois que c'est une parabole hindoue, mais je suis pas sûr. En fait, si tu veux, il était question pour les dieux parce que l'homme, en fait, les dieux ont tout fait pour que l'homme oublie sa divinité, mais ils savaient pas où la cacher. Donc ils se sont dit, conformément à ce que tu disais, il s'est dit, bon, on va la cacher au fond des océans. Alors il fait non. Alors l'autre dieu, il dit non, parce qu'ils vont la trouver, ils vont plonger, ils vont trouver. On va la cacher au sein des volcans. Non, il y aura toujours un type comme Haroun Tazieff, Around, qui au bout d'un moment, on va plus faire Around, il va tourner, à force de tourner autour du volcan, il va aller dedans, il va trouver. Et ils se sont dit, mais où est-ce qu'on pourrait la cacher? Et c'est là qu'ils ont planqué la divinité au plus profond de chacun, car là, ils se sont dit, personne n'aura l'idée d'aller chercher au fond de soi. Non, tu connaissais, non? Je ne connaissais pas la fin de cette parabole, mais elle m'étonne un petit peu ce que tu me dis sur cette fin. C'est-à-dire que c'est le fait, si tu veux, que l'homme est tellement peu enclin à l'introspection, si tu veux, qu'il cherche toujours vers l'extérieur, mais pas en dedans de soi. Donc, si tu veux, le meilleur moyen de cacher quelque chose, effectivement, c'est à l'intérieur de soi, quelque part. Puisque l'homme n'y pense pas y aller. Oui, mais ça, c'est valable pour une partie de la population mondiale. Oui. C'est vrai que c'était assez c'était générique, hein, un petit peu. Voilà, parce que effectivement, tu as une partie de la population qui sans pour autant, enfin, alors c'est marrant parce qu'il y a une partie de la population qui se prend pour Dieu sans pour autant avoir l'introspection divine, et tu as une autre partie de la population qui recherche la divinité en soi et qui pourtant, malgré le temps, c'est tellement, comment on va dire, précieux, tellement mystérieux, on ne la trouvera pas. De toute façon, on n'a pas intérêt à trouver la perfection. Voilà, ou on ne la trouvera que dans les contes. Contrairement à ce que tu peux croire, les contes ne sont pas axés sur la divinité. Non, c'est-à-dire que mais je sais qu'il y a une, enfin, on va développer après dans les techniques de conte, mais je sais qu'il y a une technique psychologique très onirique qui est basée sur le conte. C'était un type qui s'appelle Jean-Pascal de Bailleul, que tu connais peut-être, qui avait mis l'univers de l'imaginaire des contes, si tu veux, au service de la recherche du soi. Alors c'est très jungien, c'est très Jung. C'est-à-dire il y a les archétypes, etc. Non, ça te parle ça un petit peu, non? Oui, bien sûr. Ah bah oui, t'étais en plein dedans, hein, je suis bête. Alors, il faut qu'on déroule un peu le fil, parce que là, il est tellement... Et tu sais, ça fait depuis combien de temps qu'on discute là? Ça fait un bout. Ah bon? Ah oui, on voit pas le temps passer, je te l'avais dit. Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est que... Alors, évidemment, on a vu un peu ton parcours très riche. T'as écrit beaucoup de livres, hein. T'en as écrit combien, à peu près? Tu comptes plus? Je crois que j'ai dû en écrire 24, 25. Ah bah oui, c'est bien ce que je disais. Donc là, on va parler un peu de ton actu avec ce merveilleux projet. Et là, moi, j'aimerais que tu me parles un peu de de tout ce joyeux collectif de troubadours qui est autour de toi. Puis il y a plein de gens talentueux là. J'ai vu ça dans la petite brochure que tu m'as envoyée. Il y a Monsieur Pierre qui joue de la guitare et puis qui fait plein de choses. Alors
Alors Pierre Casadi, effectivement, est le metteur en scène, mais c'est pas un metteur en scène de théâtre. Attends. Il a plein de casquettes, lui. Il sait tout faire un peu. Hein. Il sait tout faire, effectivement. Mais effectivement, le projet qui va démarrer d'ailleurs la première semaine des vacances du mois d'avril, nous allons donc répéter un spectacle. On est 4 conteurs, 2 hommes, 2 femmes. On est 2 musiciens et nous avons 2 artistes peintres donc, qui ont fait des peintures qui seront projetées derrière nous. Ah oui, j'ai vu les peintures, elles sont exceptionnelles, vraiment très beaux. Voilà, hein, et là il y en a encore 10 qui vont arriver. Et en fait, le thème, c'est le magicien d'Oz. Ah bah alors là, c'est vrai que c'est un univers tellement vaste, tellement riche. Mon Dieu, oui, c'est d'une richesse, c'est intemporel. Et surtout, c'est des personnages qui, en première lecture, paraissent un peu mièvres, un peu basiques et tout. Mais grâce justement à tous ces conteurs, ces regards qu'on a sur chaque personnage, sur chaque action, fait remonter en fait l'archétype des personnages. Oui, parce que effectivement, c'est des personnages un peu unidimensionnels. Ils paraissent, enfin, c'est vraiment des éléments sans complexité. Mais vous allez réussir, tout le collectif, à leur donner un peu d'épaisseur. Voilà. On n'a pas besoin de leur donner de l'épaisseur. En tant que personnage du roman, le roman leur a déjà donné l'épaisseur. Et la morale de cette histoire du magicien d'Oz, ça revient à ce que je te disais, parce que c'est justement toute la question. Le lion peureux qui cherchait le courage, il l'avait en dedans de lui. Tout à fait. Et Bûcheron qui cherche un cœur, son cœur, il l'avait déjà. Il suffisait d'avoir une représentation physique. Donc moi, je vais porter, j'espère avec honneur, je vais porter le personnage d'Épouvantail. Ah, tu vas jouer l'épouvantail alors. Enfin, Voilà. Alors, t'es en costume sur scène, non? Alors, ouais. Tous les conteurs, on a une base noire, donc pantalon ou jupe noire, tout est en noir. Et nous avons juste un élément. Ah oui, c'est vrai que le décor est assez quelque part, hormis si tu veux les superbes peintures, mais vous avez le minimum, je crois, c'est ça, oui. Ah oui, on a juste des chaises. Et donc tout est dans le talent d'embarquer les gens dans l'imagination. Ouais. Voilà. Alors c'est pour cela aussi que nous avons un metteur en scène. Je devrais plutôt dire un metteur en place. Un metteur en place. Voilà, parce que le problème du conteur, quand il est dans la spontanéité et l'improvisation, un metteur en scène de théâtre, il s'arrache les cheveux. Parce que notre texte n'est pas appris par cœur. Et oui. Et donc, Pierre Casadi, qui me connaît très bien et qui connaît ma façon de travailler, eh bien, il a relevé le défi de mettre en place 4 conteurs, on a tous des techniques similaires et en même temps différentes. Et comment ça va naître ce projet alors? C'est une idée comme ça? C'est toi qui le fais naître? Non, moi c'est un projet que j'avais déjà depuis très très longtemps. C'est vrai que moi à Paris j'avais eu l'expérience aussi avec le magicien d'Oz, mais sur un spectacle qui s'appelait En route vers la cité d'Oz, où on était 8 conteurs en alternance. Et donc j'avais eu cette expérience. Moi je portais Doty à ce moment-là. Ah, d'accord. Voilà. Et donc à Paris, on avait tenu 6 mois au théâtre de Nesle. Donc c'était un petit théâtre de 80 places, mais enfin... j'ai pas mal, hein. Voilà. Et en fait, nous avions, au départ, on avait un contrat de 4 mois et demi, et on a dû faire un rajout d'1 mois et demi devant le succès.
Voilà. Donc ça part sous des bons auspices tout ça alors. Voilà, tout à fait. Sauf que là, on est vraiment sur une toute autre approche. Premièrement, parce que ce n'est plus les mêmes conteurs, ce n'est plus les mêmes musiciens, ce n'est plus du tout le même projet. Et puis, il n'y a que moi qui suis issu du premier projet, si vous voulez. Ouais, d'accord, oui. ADI aussi. Nous, on a évolué aussi. Et les autres conteurs, alors vous vous connaissiez tous avant, non? Comment tu les as rencontrés alors? L'agente compteur... c'est un petit microcosme. Oui, on se connaît tous plus ou moins. C'est un microcosme, voilà, qui se connaît, quoi, d'accord. Voilà, et donc il y a un compteur qui vient de Picardie, qui s'appelle Gérard Gilles. Il y a un autre compteur qui vient de Amiens. Donc là, on est pratiquement dans la baie de Somme. D'accord. Qui s'appelle Joël Dufresne, qui lui, il apporte encore une chose complètement différente au compteur traditionnel. Il apporte la somme puisque vous comptez. Alors on espère en plus de ça que le total sera bien fait. Tout à fait. Et à la limite, on peut même lui mettre de l'essence totale. En parlant d'elfe en parlant de elfe Aquitaine, alors dans ces cas-là. Non, parce que si on parle de elfe, on va se dire, on va du côté de Corrigan. Oui, on va partir du côté des Corrigans, effectivement. Oui. Voilà, et puis si on parle Aquitaine, on n'est pas du tout dans notre région. Oui, on sort du compte là, on sait plus le même compte, d'accord. Voilà, mais lui, donc Joël, il est issu du monde circassien. C'est un clown. C'est un clown professionnel, hein, oui, il est professionnel. Oui, tout à fait. Et ça, c'est extraordinaire parce que ça va apporter tout un mouvement gestuel, tu vois, qui manque un petit peu au compteur traditionnel. C'est ça qui m'a plu, moi. C'est cette conjugaison de talents. Vous êtes tous spécialisés dans votre domaine, parce que ils sont très pointus. J'ai vu ça, ça devrait. Franchement, le résultat devrait être explosif. Hein. On espère, hein. On espère, on travaille pour. Voilà. Et puis, nous avons une dame qui est de la région, d'ailleurs, qui est passée par mes ateliers comptes ici à Cherbourg. Oui, parce que tu fais des ateliers comptes aussi. Je l'ai entendue, voilà, ça a été extraordinaire. Parce que quand moi je l'ai entendue, elle s'appelle Carole Boinel, quand je l'ai entendue, je lui ai dit, mais t'es passée par quelle formation, Carole, parce que t'as pas besoin d'être ici, t'es déjà conteuse. Ah oui. Voilà. Et en fait, elle m'a dit, non, moi je suis pas conteuse, j'ai fait de la communication, j'ai l'habitude de prendre la parole en public, et aucun conteur ne laisse une petite pépite comme cela sur le chemin du compte. Ah oui. Donc nous l'avons prise. Super. Nous avons pris cette personne et je pense qu'elle va nous apporter beaucoup de fraîcheur parce qu'on est quand même des vieux briscards. Elle va nous apporter beaucoup de fraîcheur et je pense que ça va être un bon échange parce qu'on pourra lui apprendre beaucoup, on pourra lui donner beaucoup. Elle a peut-être trouvé sa vocation aussi. Hein. Elle va peut-être trouver sa vocation parce qu'elle n'avait pas du tout, comme toi à l'époque, envisagé cette voie-là, peut-être, non? Je trouve c'est une démarche. Je me retrouve dans sa démarche à elle. Ouais, c'est bien, c'est l'intuition que j'ai eue tout à l'heure. Je me dis, c'est un peu comme toi quand tu m'avais dit que tu as été révélée comme conteuse par cette personne-là. Tout à fait. C'est un peu cela. Moi, j'ai été étonnée de la voir comme ça dans mon atelier. Je veux dire, je m'y attendais pas du tout d'avoir une personne avec une voix et avec une volonté et une démarche déjà bien établie. Donc vous allez faire des tours opérateurs dans les imaginations, alors, c'est ça? Mais pourquoi pas. Mais voilà, donc elle vient nous rejoindre dans cette aventure. Et donc, je pense que ça va être merveilleux. On va apprendre
En fait, c'est un échange. Tout le monde va apprendre de tout. Tout le monde, bah oui, c'est un petit peu, ça devrait être le but pour tout, moi je trouve. Et là, donc ça fait longtemps que vous travaillez tous dessus, là. Ça fait un petit moment, j'imagine, non? Alors, nous, on s'était déjà rencontrés en juillet, donc en Picardie, à Château-Thierry. Donc, Carole n'était pas encore venue nous rejoindre. Hein. Et donc là, pendant 2 jours, c'était la canicule, mon Dieu. Ah, il fait chaud là-bas. Hein. C'était un temps tropicard. Tropical. D'ailleurs, il n'était pas question de boire du Ricard à ce moment-là. Ah oui, aussi. On était dans la région champenoise. Ah bah oui, vaut mieux. Oui, ça c'est plus sain comme. Les bulles, ça aidait, hein. Ah bah, pas dans le bon sens. Et puis là-bas, c'est directement à la source, hein, effectivement. Voilà, tout à fait. Mais il faisait chaud et c'était inouï parce que l'histoire de Dottie donc se passe au Kansas. Et au Kansas, c'est un pays qui est aride, où c'est dit, enfin, surtout la ferme de Dottie. Et oui. C'est pas une bonne terre, en fait. C'est une terre qui est sèche, poussiéreuse, il n'y a rien qui pousse. Ça, alors, pour les auditeurs, c'est le début du Magicien d'Oz. Quand Dottie est au Kansas et elle va se faire embarquer par une tornade, hein, c'est ça. Hein. Voilà, tout à fait. Parce que Kansas, c'est une région où les tornades, déboulent et détruisent tout. Et c'est la tornade qui ouvre la porte vers le pays d'Émeraude, le pays d'Oz, alors que Dottie dort, et c'est en dormant que Dottie ouvre la porte du pays imaginaire, la porte du pays des rêves. Ah bah ça, en fait, il y a 2 portes dans le Magicien d'Oz. Il y a 2 portes, d'accord. Donc alors ça va durer sur scène, ça dure combien de temps alors ce conte? Vous en avez pour Alors nous avons 3 formules. Donc la formule juste le conteur assis, donc un peu la forme oratorio. Donc ça dure 1h, 1h15. On a la deuxième formule, donc oratorio avec musique et mise en place, parce qu'il y a quand même tous des éléments chorégraphiés, il ne faut quand même pas oublier. Et oui. Donc ces chorégraphies, ces mouvements d'ensemble, ces gestuels d'ensemble, est mise en place par Pierre Casadei. Ah oui, c'est vraiment la tête pensante quelque part qui est au sommet de la pyramide alors lui. Hein. Voilà, tout à fait. C'est lui qui a vraiment le regard extérieur. Et ensuite, nous avons la 3e formule. Ça, c'est vraiment le spectacle. C'est le conte avec la mise en place, avec les musiciens et avec les projections multimédia. Ah oui, alors là, c'est du lourd, là. J'ai vu ça, là, c'est... Tout à fait. Et c'est pour ça que nous allons le 18, donc le 18 avril à 15h, nous sommes au Théâtre de l'Arlequin à Paris, à Cherbourg. Superbe petit théâtre sympathique. Oui, je connais. Tout à fait, parce que c'est le lieu qu'il faut, et pour la mise en scène, pour les projections multimédia, pour rencontrer aussi les auditeurs, hein, parce qu'il faut être très proche des auditeurs. À la fin du spectacle, chaque conteur va chercher le public pour l'emmener sur scène, pour danser avec lui. Ah, mais non, ça va être sympa, ça. Hein. Alors voilà. Ça, tu m'as dit, c'est le 18 avril, donc au Théâtre de l'Arlequin, en soirée, hein. Non, c'est à 15h. 15h, ah oui, bon, faut bien le préciser. Donc 15h, 18 avril, Théâtre de l'Arlequin. Et ça s'appelle, tu m'as dit, alors le Magicien d'Oz, tout bêtement Ça s'appelle Dottie et ses amis. Dottie et ses amis. Ah. Voilà. Et le 13, nous faisons une restitution publique, donc c'est-à-dire une... comment on peut dire ça, une répétition publique ou une générale, si vous voulez, au Scapin, c'est-à-dire place Générale de Gaulle, là où on n'est que les conteurs, c'est-à-dire qu'on est sur la parole mêlée. Ah d'accord. Ouais, voilà. Donc là, voilà, il ne faut pas hésiter à venir aussi, parce que
chaque fois que vous entendez l'histoire, elle n'est jamais la même. Mais oui, parce qu'il y a cette part d'improvisation qui est magique, quoi. C'est vrai. Voilà, Oui. tout à fait, parce que vous pouvez toujours vous dire, ah mais je connais l'histoire, ah mais non. Parce que vous découvrez toujours quelque chose par rapport à une parole différente. Et c'est ça, alors vite fait, parce que là, on est, sans jeu de mots, on est en train d'exploser les compteurs. Ah bon. Et tu sais que ça va faire 1 heure qu'on parle, mine de rien. Ça fait 1 heure qu'on parle, oui. Quasiment. Attends. Tu sais ce que je t'avais dit un jour, Lionel, le problème du compteur. Et je ne te parle pas du compteur vitesse. Oui, j'ai bien compris. Le compteur. Tu sais à quel moment l'histoire commence parce que le compteur ouvre la bouche. Mais tu ne sais jamais à quel moment l'histoire se termine parce que tu ne sais jamais à quel moment le compteur ferme sa bouche. Mais pas de problème, comme disent l'autre, car en tant que compteur, je gère. Ah mais c'est très bien. Mais alors on a fait quelle vitesse, hein? Ah là non, c'était super là. Ce que je voulais te dire, c'est que le conte se termine toujours bien dans la mécanique du conte. Oui. Le conte représente l'essence de l'être humain. Et quand on parle de l'essence de l'être humain, eh bien, il y a tout dans le conte. Il y a aussi bien la peur, la colère, la joie, le bonheur. Donc, il y a des contes qui se terminent bien, il y a des contes qui se terminent pas bien, mais c'est la représentation de l'être humain. Moi, j'en connaissais un qui se terminait très mal, c'était Je te boucle dehors avec les 3 ours. mais non, mais ça se termine pas mal. Non, c'est parce que j'ai fait un jeu de mots. J'ai dit je te boucle dehors avec les 3 ours. Voilà. Ah, d'accord, ok, très bien. Donc tu veux que mes boucles d'or se terminent, hein? Non, j'aime bien Boucle d'or. Et tu sais que Boucle d'or, ça commence exactement, mais alors ça c'est un truc que personne n'a jamais remarqué. J'aime bien les films fantastiques, et ça commence exactement comme dans Massacre à la tronçonneuse. On va arrêter là, le chapitre. Bon. Non mais c'est vrai en plus, parce que c'est Boucle d'or, elle pénètre dans une maison où elle connaît personne, et elle commence à se servir. Mais bon, alors ça c'est le mauvais conte, hein. On va revenir sur le bon, hein. Voilà. Mais c'est comme Jack et le haricot magique. Ah, superbe histoire ça, Jack et le haricot magique. Mais en fait, le conte représente, enfin, le conte avec le C, hein, l'univers de tous les contes, hein. Voilà, c'est comme ça. Et sinon, par rapport au magicien d'Oz, bien sûr, c'est une histoire qui se termine bien. Non, c'est merveilleux c'est vrai que c'est superbe le magicien d'Oz. C'est merveilleux le magicien d'Oz. Hein. Franchement, moi je conseille tous les enfants qui ne connaissent pas. Je vous conseille d'aller voir Christine. Ah bien, ma chère Christine, donc j'ai une petite conclusion pour toi. Donc on va juste rappeler alors les dates. C'est donc le 13 avril, tu m'as dit. Alors le 13 avril à 16h, on est au Scapin pour une restitution publique, donc juste les compteurs. Juste les compteurs. Donc là. Donc, mélange paroles mêlées. Ah, ça va être sympa aussi ça. Voilà. Ensuite, le 16 avril, on est au château des Matignons à Torigny-sur-Vire à 18h30. D'accord. Un super décor en plus. Voilà, magnifique. Naturel. Ah, c'est bien dommage que son Altesse ne soit pas là. Mais voilà, quoique il paraît que son Altesse aime beaucoup notre région. Ah. Elle est très attachée à notre région. Et le 18. 18, donc, c'est le théâtre. Jeudi, voilà. À 15h. 15h. Au théâtre de l'Arlequin. Au théâtre de l'Arlequin. Alors c'est vraiment une petite ambiance conviviale. D'ailleurs, dans l'émission, j'ai reçu Monsieur Joseph, que tu connais peut-être. C'est le directeur. Il est venu dans mon émission pour témoigner sur Cherbourg, la chanson. Tu as dû entendre parler de ça. Bien sûr, la chanson qui a été créée il y a quelques mois. Avec Christian Lelandais. Ils sont tous venus là, le Joyeux Collectif. Interview, on va retrouver d'ailleurs, si ça t'intéresse, tu pourras l'écouter, elle est sur YouTube. Très bien. Mais alors moi j'avais entendu la chanson et j'avais rencontré Christian au cours d'une manifestation au comptoir de Halle. C'était organisé par les auteurs en Cotentin. Ah, belle institution. Oh ben oui, c'est très bien ce qu'ils font, c'est très bien.
Et toi, on te retrouve assez souvent, je crois que tu comptes sur Cherbourg, hein, régulièrement, je crois. Hein. Oui, enfin régulièrement. Oui, là, on a justement pendant la première semaine de répétition, c'est-à-dire du 8 au 12, où on répète au Scapin donc ces paroles mêlées, ce spectacle. Eh bien, le soir, hein, chaque conteur a une soirée conte au ventre de Cherbourg. Ah, intéressant. Voilà, et donc là, c'est aussi une façon de venir découvrir notre univers de conteurs. Donc vous avez, bon alors il y a Carole qui n'y est pas, mais il y a 3 conteurs. Donc il y a Gérard Gilles, il y a Joël Dufresne et puis moi-même. Et puis il y a une soirée avec Pierre Casadei, soirée chanson. Choix Ascension parce que lui, il joue très très bien de la guitare et il revisite un peu, enfin il compose lui-même aussi, je crois. Hein. Tout à fait. Et il revisite un peu aussi le panel de la chanson un petit peu, non, de Brassens, des choses comme ça aussi. Oui, hein. oui. Oui. Il chante Brel, Brassens, enfin il chante la chanson française. Hein, voilà. Et un monsieur charismatique, hein, c'est vrai qu'il m'a impressionné quand je l'avais vu. Ouais, c'est vrai qu'il a, comme on dit, il a une gueule quoi. C'est vrai quand tu le vois, boum, un peu comme Lino Ventura, mais enfin il est mieux si tu veux, il est plus élancé, mais c'est vrai que c'est un personnage qui est charismatique. Ouais, c'est vrai. Tu lui diras. Bon ben, je le lui dirai parce que je vais lui demander de lui écouter l'interview. Voilà. Mais sinon, voilà, donc sur 4 jours, 4 soirs en fait précisément, parce que ça commence à 20h. Sur 4 soirs, on est au ventre de Paris. Et au ventre de Cherbourg, pardon, parce que le ventre de Paris, c'est Zola. Hein. Oui, c'est autre chose. C'est les Rougon-Macquart. D'accord. Au ventre de Cherbourg, voilà, où chaque conteur aura une soirée et va partager son univers et ses contes avec toutes les personnes qui seront là. Donc c'est un petit lieu, hein, le ventre de Cherbourg, un petit lieu magique. Extraordinaire, vous mangez, comment ça s'appelle? C'est une sandwicherie gastronomique. Sandwicherie gastronomique. Mais ça, dis donc, c'est vrai qu'à Cherbourg, ça bouge pas mal à ce niveau-là, au niveau spectacle et tout ça. Hein. Je suis en train de me rendre compte, hein, ça. Oui, ça bouge pas mal du tout. Et là, dans le ventre de Cherbourg, alors, je dis dans le ventre de Cherbourg, ça veut bien dire ce que ça veut dire, parce qu'on mange bien, on boit voilà. bien. Donc ça fait appel au ventre. Ça nous passe près du cœur et ça fait un petit crochet par l'estomac. Voilà, tout à fait. Et puis vous savez, la bonne nourriture va avec les beaux mots et les beaux mots vont avec les belles histoires. Ah, tout s'imbrique bien, c'est merveilleux. Tout à fait, tout à fait. Et donc dans ce lieu, on peut accueillir 25 personnes, ce qui est vraiment un moment extrêmement intimiste pour chaque conteur, mais aussi pour chaque personne qui viendra écouter les histoires. Ah, c'est super, ouais, franchement. Et alors ça, c'est récurrent, ces manifestations, hein, ça se produit assez souvent, je crois. Hein. Ça... Au ventre de Cherbourg, non, parce que c'est un petit lieu qui vient de s'ouvrir. Ah oui, d'accord. Oui, mais enfin, vous avez prévu de refaire des choses là-bas, j'imagine. Oui, tous ensemble, oui, d'accord. Bien sûr. Quand l'occasion se présentera, bien sûr, parce que au ventre de Cherbourg, vous avez aussi des expositions. Ah, c'est très culturel. Voilà. Ouais. Donc, si je me trompe pas, c'est une exposition de dessins d'enfants. Qui sera là les soirs en tout cas. Je parle de l'exposition, les enfants. D'accord. Bah, chère Christine, on est arrivé au bout. Hein. On a déroulé le fil d'Ariane complet. Hein. On a fait tout le labyrinthe plusieurs fois même. Alors, ça va. T'as pas rencontré le Minotaure. Je suis taureau moi-même, donc ça devait être moi. ça devait être moi. Je me suis pas rencontré. Alors voilà, j'ai une petite conclusion pour toi, pour tout ça.
Oui. Allez tous voir Le Magicien d'Oz, revisité par Christine et son cercle des poètes apparus, donc Doty et ses amis. Hein. Vous ne savez pas où c'est pas grave. Arrivez à la rocade de la joie, prenez la 3e étoile jusqu'au matin, ce sera dans la périphérie, je l'ai loupé, ce sera dans la périphérie. Ou dans la féerie. C'est bien ce que je vais dire, c'est ce que j'ai dit. La périphérie. Je dyslexise. J'ai loupé mon effet de compteur. Voilà, je ne suis pas encore prêt pour rejoindre votre collectif. En tout cas, merci à toi. Ce que je voudrais juste que tu me donnes, parce que effectivement, les auditeurs qui sont intéressés par ton univers, tu as une page Facebook, un site ? Oui, tout à fait. Alors ma page Facebook, c'est Christine Conteuse. Alors qui s'écrit avec un K. Hein. K-R-Y. Y-S-T-I-N. Donc Christine Conteuse. Sinon, oui, effectivement, j'ai un site. Alors là, si vous avez un stylo, je vous conseille de l'écrire. Mais sinon, vous allez sur votre moteur de recherche, là, Google ou tout ce qui peut se trouver dans ces alentours. Et on tape le texte, voilà. Et vous tapez mon nom et vous avez même de la vidéo. Vous avez des photos avec ma bibine si vous voulez. Et vous avez mon site et puis vous en avez d'autres. Et puis tu écris aussi, tu dispenses ta jolie poésie aussi sur Internet. On peut te voir sur Short Edition où tu as pas mal de textes. Tout à fait. J'aime bien écrire. Enfin, moi, je ne me prétends pas poète. Je dis plutôt que j'ai un esprit poétique. Ah bah oui. Encore un autre esprit. Mais j'écris des textes courts, des textes rythmiques. C'est bien écrit, hein. Franchement. C'est bien écrit, hein. Franchement, bravo. Oui, non, mais j'aime bien. J'aime bien écrire. Mais j'aime bien aussi écrire avec des contraintes littéraires, style Oulipo. Je trouve que c'est extraordinaire parce que ça nous force à chercher d'autres chemins pour parler de ce qu'on veut parler. Effectivement, oui. De toute façon, c'est une gymnastique tout ça. C'est en faisant qu'on fait, hein, comme dirait l'autre. Tout à fait. Et c'est qu'on ne fait rien que vraiment rien ne se passe. Hein. Voilà, donc c'était, en fait, ceci dit, c'était hier la journée de la procrastination, donc c'est pas aujourd'hui. Merci beaucoup Lionel. Et puis, merci tous ceux qui ont écouté, qui écoutent. Et qui écouteront. On dirait du Cabrel, la manière dont tu l'as dit. Oh. Je te fais des gros bisous, ma chère Christine, et on te retrouve sur le net. De toute façon, on va entendre parler de toi dans les temps prochains qui viennent, je pense. Bon, écoutez, sans problème, tant que vous parlez du projet, moi ça me convient. Allez, je te fais des gros bisous, ma chère Christine. Merci à toi d'avoir été sur les ondes de Radio Flamme. Bisous à tout le monde. Radio Flamme 90.6 FM. Radioflamme.com